俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す。二度はない。部をわきまえろ。知れ者が。うっとうしいな。それは世界最大の頭脳に育ち。行くぜ野郎ども。なみなみなみの脳みそ人間。あらゆる知識を際限なく記憶できるが、それは世界最大の頭脳に育ち、今もなお巨大化し続けている。あれがわしの脳みそ格納庫。2匹目の竜が現れたというのは事実か。なぜじゃ。また話がややこしゅうなってきた。エッグヘッド島内に麦わらとは絶対に戦わせるな。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。知識を際限なく記憶できるが、それは世界最大の頭脳に育ち、今もなお巨大化し続けている。太陽の神ニカ。One Piece est une épopée de rêves et d'aventures. Les pirates voguent sur les mers, défient les tempêtes, les monstres marins, les catastrophes naturelles et les marines pour chercher le trésor du roi des pirates, Goldie Roger. Mais au-delà des légendes et des trésors, une ombre silencieuse et impitoyable se dessine sur le monde. Im, le souverain énigmatique, observe depuis les ténèbres, manipule les fils du destin et prépare un plan sinistre. Faire sombrer le monde dans l'océan abyssal. Éradiquer la lumière de l'espoir. Créer un monde de mort où il régnerait en maître absolu. Cet être immortel, dont l'existence même est gardée secrète, a traversé les âges et accumule un pouvoir incommensurable ainsi qu'une haine viscérale pour ceux qui osent défier l'ordre établi. Dans les profondeurs où les monstres marins craignent de nager, Im prépare un ultime cataclysme, prêt à remodeler le monde en un empire lugubre. La quête du One Piece n'est plus qu'une simple aventure, mais une course contre le temps pour empêcher un règne de ténèbres éternel. Bonjour à tous, c'est le Micro Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le royaume des morts de Im dans One Piece. L'appellation royaume des morts peut paraître barbare car elle évoque un concept radicalement différent, un autre monde, et pour beaucoup ce n'est qu'une simple idée. Mais il s'agit en réalité ni plus ni moins que de la suite logique des événements que l'auteur n'a cessé d'introduire au fil du temps. Prenons le postulat de départ de l'œuvre de Eiichiro Oda. On a un manga de pirates avec des mers, des combattants, des navires. On a un monde dit maritime, où les pirates et les marines s'affrontent. La marine, en tant que force militaire, est la mieux placée pour faire face à la menace que représentent les pirates sur les mers. Faisons donc un petit point historique. À l'époque des pirates, 17e au début 19e siècle, des entités étaient chargées de les combattre et de les arrêter. Les marines nationales et les forces navales. On parle de grandes puissances maritimes comme l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, qui patrouillaient les eaux pour protéger leurs intérêts commerciaux et combattre la piraterie. On a également les corsaires. En effet, parfois, les gouvernements employaient des corsaires, des marins privés autorisés par des lettres à attaquer les navires ennemis, y compris les pirates. Les chasseurs de primes, au niveau individuel ou alors en groupe, ils chassaient des pirates pour avoir des récompenses. On a également les gouvernements. Dans les régions colonisées, les autorités locales, comme les gouverneurs, avaient leurs propres forces ou milices pour lutter contre la piraterie. Et dans certains cas, des pirates étaient engagés pour chasser leurs confrères pirates. La lutte contre la piraterie impliquait donc souvent une combinaison de forces militaires, de stratégies politiques et d'accords internationaux. Et donc, on se rend compte que c'est pareil pour One Piece. On a des forces qui s'adaptent à la menace que représente la piraterie. Voilà pourquoi on a une marine qui fait des concessions. On met des primes sur les pirates, pour que d'éventuels chasseurs de pirates les aident à les capturer. Nous avons un GM avec une marine qui s'adapte en pactisant avec les corsaires. C'est le concept même de concession. On gèle leurs primes et en échange, on a des pirates en alliés. Cependant, rapidement, on a vu que l'œuvre n'était pas manga de pirates lambda. En réalité, très tôt, un côté très démoniaque est entré en scène. On a un monde qui est physiquement différent du nôtre,
avec des personnages ayant une force physique différente, des atmosphères différentes, des mers différentes. Tout ce qui est physique et élémentaire n'est pas régi par les mêmes règles. Voilà pourquoi il est inutile de chercher une cohérence en comparant ce monde au nôtre. On arrive donc à la relation avec tout ce qui est démoniaque dans ce monde, car très tôt, on a parlé de fruit du démon. Fruit du démon est la traduction chez nous pour Akuma no Mi. Akuma démon, no particule pour deux, mi pour fruit. La particule no en japonais est très utilisée et elle sert principalement à indiquer la possession ou la relation entre deux éléments. Le mot du en français est un article contracté qui combine deux prépositions et le article défini. Du est donc essentiel dans la langue française pour établir des relations claires et spécifiques entre les objets, les personnes et les concepts. Akuma no Mi peut donc être traduit par fruit de démon. C'est une traduction directe et fidèle des termes japonais. Un fruit de démon évoque un fruit légendaire ou mythique associé à des forces obscures ou surnaturelles. Il peut évoquer un fruit associé à des forces maléfiques ou surnaturelles. Fruit du démon pourrait être interprété comme signifiant que ce fruit appartient à un démon. Cette formulation suggère une connexion directe avec un démon, soit comme étant sa possession, soit comme étant quelque chose qui émane de lui ou qui est créé par lui. Ce que Vegapunk suggère par rapport aux fruits, par rapport à l'origine des fruits, n'est que théorique. Même lui avoue qu'il ne connaît pas tout. Même ce grand scientifique avoue que l'aspect surnaturel est donc de fait démoniaque, fruit du démon, est très présent. Fruit de démon, tout comme fruit du démon, peut également impliquer une origine démoniaque. Cependant, 2 est une proposition plus générale, qui peut indiquer soit l'appartenance, soit la provenance. Donc, fruit de démon pourrait signifier un fruit provenant d'un démon ou associé au démon, sans forcément impliquer une possession directe comme le fait fruit du démon. La nuance est subtile, mais la différence réside dans la relation spécifique entre le fruit et le démon. One Piece, en tant que manga riche en aventures et en personnages variés, inclut beaucoup d'éléments à connotation démoniaque. La caractéristique première est bien évidemment les fruits du démon. Ces fruits confèrent des pouvoirs à ceux qui les mangent. Mais en contrepartie, ils ne peuvent plus nager. On a donc un pouvoir, et le revers de la médaille, c'est une malédiction. C'est comme si on se soumettait à la mer. On parle bien de malédiction. On a des personnages avec des surnoms démoniaques. Roi des ténèbres, roi des enfers, le démon, etc. Des attaques et techniques démoniaques. Ashura, Diable Jambe, Aquabus du démon, etc. Les membres du Gorosei sont des démons. Im, que diable, etc. Il y a beaucoup de références à tout ce qui est démoniaque et maléfique. Et c'est très souvent lié à la puissance. Car la puissance, c'est ce que beaucoup recherchent dans l'univers de One Piece. On parle d'un monde froid, dur, cruel. Il faut pouvoir se défendre et défendre les nôtres. Les grands objectifs sont très souvent liés, de près ou de loin, à la puissance. Tout ce qui est démoniaque est généralement considéré comme étant mauvais. Cette perception est enracinée dans beaucoup de traditions culturelles et mythologiques, où les démons et les forces démoniaques sont associés au mal, à la corruption, à la souffrance, à la destruction. Les démons symbolisent souvent la peur, le chaos, la mort, des forces destructrices incontrôlables, contrastant avec l'ordre et la vie. Les représentations dans les films, jeux vidéo ou la littérature renforcent l'image des démons comme des êtres maléfiques. Le terme démoniaque lui-même est chargé de négativité, évoquant des comportements ou des intentions moralement répréhensibles. Mais il existe des perspectives et des œuvres de fiction qui explorent la relativité du bien et du mal, montrant des personnages ou des forces démoniaques sous un jour plus complexe ou même positif. Car bien que tout ce qui est démoniaque est généralement considéré comme mauvais, cette perception peut être nuancée par des contextes culturels et narratifs différents. Deux exemples, Naruto, Nanatsu no Taizai. Deux œuvres dans lesquelles la relativité du bien et du mal est un thème central, exploré de manière complexe et nuancée. Dans Naruto, beaucoup d'histoires sont présentées comme étant complexes. Les actions de personnages qualifiés de méchants, bien que perçus comme maléfiques, sont souvent le résultat de circonstances tragiques ou de convictions profondes. Le manga explore comment la haine et la vengeance perpétuent les conflits. Des antagonistes comme Pain agissent sous l'influence de traumatismes passés et cherchent à changer le monde selon leur vision, souvent déformés par une douleur et de la colère. Par exemple, Pain cherchait fondamentalement à faire le bien, en mettant fin aux guerres et en apportant la paix. Cependant, ses méthodes étaient extrêmes et violentes, causant beaucoup de souffrance. Sa vision de la paix était déformée par ses propres expériences de douleur et de perte. Finalement, grâce à Naruto, il a reconnu ses erreurs. Dans Nanatsu no Taizai, les protagonistes sont des chevaliers accusés de crimes. Au fil de l'histoire, il est révélé que leurs actions, bien que parfois moralement ambiguës, étaient souvent justifiées ou mal interprétées. Les antagonistes, comme le clan des démons, ont leur propre motivation et histoire. Leurs actions ne sont pas simplement maléfiques, mais souvent motivées par l'amour, la loyauté ou la vengeance. Dans l'œuvre, la notion de bien et de mal est complexe et nuancée. Le clan des déesses n'est pas représenté de manière positive. Bien que l'appellation soit positive et qu'ils aient des pouvoirs lumineux
Opposé aux ténèbres des démons, le clan ne représente aucunement le bien. Les déesses sont associées à la lumière, à la pureté et la justice, ce qui les fait apparaître comme des représentants du bien. Mais malgré tout ça, le clan des déesses a souvent recours à des méthodes impitoyables. L'œuvre montre que les déesses ne sont pas exemptes de défauts et d'actions moralement discutables, ce qui souligne ce que Eiichiro Oda met en avant dans son œuvre depuis plus de 20 ans. Dans son œuvre, le bien et le mal ne sont pas absolus, et chaque camp a ses propres motivations et justifications. Voilà comment on peut avoir un pirate comme Barbe Blanche qui protège des îles entières, mais également des marines qui font le mal, avec Sengoku qui fait exécuter des nourrissons. L'œuvre remet en question la notion de justice et montre que le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis. Les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues, reflétant ainsi la complexité des motivations humaines et les conséquences des actions dans un monde où le bien et le mal ne sont pas absolus. Et cette relativité du bien et du mal est un thème récurrent et profondément intégré dans l'intrigue. Les protagonistes sont des pirates, mais ils sont plus vertueux que le GM et la marine, qui sont censés incarner l'ordre et la loi. On peut donc avoir Zoro qui est associé au démon et à l'enfer, mais qui se soucie des autres, tout en retrouvant Saturne qui est associé au démon et à l'enfer, mais qui ne se soucie aucunement des autres. Ce qu'on pourrait qualifier de paradoxe est totalement volontaire de la part de l'auteur, qui souligne la complexité et la profondeur du sujet. Im symbolise le roi des démons, avec une queue de diable, et des démons qui se prosternent devant leur souverain. Et Im a un plan pour sortir de l'ombre et gouverner en plein jour, mais seulement après avoir plongé le monde dans les ténèbres. Im gouverne dans l'ombre du monde, incapable de coexister avec la lumière, destiné à l'affronter pour vaincre l'ombre. Mais que se passera-t-il lorsque le monde tel qu'on le connaît sombrera dans les abysses de l'océan? Eh bien la lumière disparaîtra, et c'est là que ça devient intéressant, car Luffy, le dieu soleil, sera là pour l'en empêcher, et il sera paradoxalement aidé par l'homme qui deviendra le roi des enfers, et qui combattra les ténèbres aux côtés de son capitaine. En termes de rapport de force et de puissance, on a progressé en suivant l'équipage de Luffy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint un premier pic avec Marineford. Ce moment-là a vraiment fait entrer l'œuvre dans une autre dimension, à la fois au niveau mondial et auprès des fans. Grâce à un arc parfaitement construit et bâti au fil des arcs précédents, le point culminant a été atteint. Après ça, la structure narrative a changé, car on ne suit que l'équipage. Et en réalité, il était compliqué de faire en sorte que l'équipage atteigne un niveau assez élevé pour être déterminant dans la bataille. Même le capitaine n'avait pas le niveau nécessaire pour faire la différence. Les adversaires étaient beaucoup trop forts, et ce qui lui a permis de se distinguer, c'est l'éveil d'un pouvoir qu'il ne maîtrisait pas, le Haki des rois, ce qui a choqué les pontes de la marine. La construction narrative a permis à l'équipage d'atteindre différents niveaux de puissance grâce à des développements, des éveils, des gains de puissance, des changements d'objectifs, assumer ce que l'on est réellement, ce que l'on doit devenir. Maintenant, on arrive à un stade où ils ont atteint le plus haut niveau mondial au début de l'œuvre, car un équipage d'empereurs, au début de l'œuvre, représente le plus haut niveau vivant dans la piraterie. Et c'est maintenant qu'on entre réellement dans la dernière phase de puissance au niveau mondial. Après avoir affronté le royaume des bêtes, il est temps d'affronter le royaume des ténèbres. Eiichiro Oda déclarait ceci: si vous pensez que Marineford était intense, alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. L'arc final de One Piece sera d'une échelle incomparable et fera passer Marineford pour une simple introduction. Alors que Marineford, c'est la présence des trois grands pouvoirs: Empereur, Shichibukai, Marine. Ce qui nous amène à une problématique. Qu'est-ce qui pourrait faire passer Marineford pour une chose insignifiante? Eh bien, j'ai la réponse. La présence d'un autre grand pouvoir caché. Le royaume des ténèbres. L'auteur a parlé du royaume des morts avec Brook, qui utilise le froid du royaume des morts, ou le royaume des ténèbres. On pourrait dire que c'est anodin, que ce n'est qu'une appellation, mais ce n'est pas le cas. Car en réalité, son fruit du démon est une sorte de passerelle entre les mondes. Avec son fruit, il défie la mort, car il se réincarne. Le fruit l'empêche de rester dans le royaume des morts. Pourtant, il peut utiliser le froid de ce royaume. Mais si Brook a pu manger un fruit qui est autant lié au royaume des morts, au royaume des ténèbres. Imaginez un peu le fruit que Im a pu manger. On pourrait avoir le fruit du démon originel, le fruit du démon, le Akuma no Mi, qui ferait de Im le représentant du démon qui craint la lumière et qui doit vivre dans un monde obscur. La répétition des mots dans les noms des fruits du démon, dans l'œuvre, suit un style spécifique de dénomination. L'auteur a établi une convention de nommage particulière pour les fruits du démon. Cette convention consiste à répéter les parties descriptives pour créer un effet distinctif et mémorable. En japonais, les noms sont plus accrocheurs et faciles à retenir. Gomu Gomu no Mi, la sonorité est rythmée et cela distingue de Gomu no Mi. Le nom met en avant l'aspect central du fruit. Par exemple, Mera Mera souligne bien que le fruit est centré sur le feu. La répétition comme Gomu Gomu no Mi est donc une convention stylistique choisie par Eiichiro Oda pour ajouter du rythme, de l'emphase et de la reconnaissance au nom. Akuma no Mi, c'est
c'est l'appellation générale pour tous les fruits du démon. Mais qu'en est-il du fruit du démon? Voilà toute l'importance du choix de l'auteur, qui pense sûrement à ce fruit depuis le début. Le fruit du démon, Akuma no Mi, qu'on pourrait également appeler Akuma no Mi, dû à l'aspect originel du fruit. À la fin de l'œuvre, on aura une gigantesque guerre avec beaucoup d'acteurs différents du côté de Luffy. Et qui dit beaucoup d'acteurs dans un camp, dit beaucoup dans l'autre camp. Or, Im et les doyens ne suffiront pas. Et on n'aura pas beaucoup de nouveautés, dans le sens où on les connaît tous, leur forme, leur pouvoir, et on n'aura que Im en exclu. Ça manque clairement d'ambition pour une œuvre qui aura duré plus de 30 ans. Pour l'univers du manga, One Piece, c'est le shonen ultime. Le manga qui a traversé les années, les époques, les générations. Entre-temps, beaucoup de mangas sont venus, mais ils sont repartis. Des mangas qui ont démarré bien plus tard auront été conclus. Il faut quelque chose de beaucoup plus grandiose, quelque chose qui transcende tout. Et je pense avoir découvert ce que l'auteur va faire. Nous aurons une véritable passerelle entre le royaume des morts et le monde des vivants. Avoir une véritable armée de démons, tel est le but du roi des démons. Pourquoi rester caché autant de temps? On ne peut pas avoir comme seul objectif de rester caché. Ce n'est pas digne d'un véritable souverain. Il faut quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et cet objectif serait de réunir les mondes et de gouverner en maître absolu. De ce fait, on aura quelque chose de beaucoup plus grand et on aura quelque chose d'important pour un manga. Un grand potentiel de création d'antagonistes. Car l'auteur, en introduisant un équilibre, s'est volontairement restreint. C'est son choix délibéré qui a été fait en toute connaissance de cause, pour avoir un statu quo jusqu'à l'ultime révélation du plan. On est dans le domaine du démoniaque, qu'il y ait une puissance démoniaque, introduite par l'auteur depuis très longtemps. Et c'est là qu'on a un véritable potentiel de puissance, pour une fin d'œuvre. Soit on part du principe qu'au niveau des antagonistes finaux, on a Chevalier Divin, Doyen et Im, soit on va plus loin. Et après le royaume bestial, le royaume des démons. Luffy a une très grande flotte qui doit avoir son importance, qui doit mener sa bataille. Des combattants comme Cavendish, Bartholomew, Sai, Hideo ou encore Blue Gilly doivent avoir leur gros combat. Aura-t-on simplement un remake de Marineford pour terminer One Piece? Ça n'aurait pas de sens. Parler de remake de Marineford, ça manque d'ambition. La théorie que je vous expose est le seul et unique moyen pour que tout le monde ait son propre vrai combat. Les 7 énergumènes qui se sont retrouvés, bon gré mal gré, au service de Luffy au chapeau de paille, accompliront bientôt de grandes choses et laisseront leur nom dans l'histoire. Ils seront à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Mais ça, personne ne le sait encore. Voici les mots du narrateur pour la flotte. Et quand on lit bien ce qu'il dit, il parle d'un événement majeur. Il parle d'un événement sans précédent. De quelque chose de grandiose. Et je pense que cet événement est l'ultime affrontement contre les forces des ténèbres. On pourrait avoir toute la flotte qui combat. Tout le monde avec un combattant à sa taille. C'est le seul et unique moyen d'avoir une fin digne de ce nom. D'avoir une bataille finale digne de ce nom. De faire passer Marineford pour une simple introduction. Comme le dit l'auteur. Sur Nigashima, un équipage Yonko est tombé, de la main de l'équipage de Luffy. Il a donc battu l'équivalent de l'équipage de Newgate. Or, Newgate a fait transpirer la marine. L'amiral en chef était en panique. Kaido, qui était battu par Luffy, faisait transpirer le Gorosei. Il ne voulait pas le mettre en colère. Il faut donc quelque chose de beaucoup plus costaud. Fujitora dit quelque chose d'intéressant à Luffy. Permettez-moi de vous remercier pour avoir donné une bonne leçon au GM. Sengoku qui l'a entendu, Harry. Les deux semblent être d'accord. Donc, une question se pose. Seront-ils du côté ennemi à la fin? Eh bien, ça ira à l'encontre de ce qu'a dit Fujitora. Par conséquent, l'un des 3 amiraux ne sera pas du côté ennemi, ce qui réduit encore plus la puissance du camp. Ryo Kyogyo s'est fait humilier par Shanks. Il a montré une inefficacité contre Morley. Kizaru s'est fait humilier sur Egghead. Quel intérêt de les avoir au premier plan à la fin? C'est terminé. Brook a dit qu'il avait compris le véritable pouvoir du fruit de la résurrection. Il peut désormais libérer le froid glacial du royaume des morts. Et ce qu'on pourrait qualifier d'introduction subtile de l'auteur peut également être qualifié de foreshadowing pour l'arc final. L'auteur est coutumier du fait. Joy, donc joie. Quand Luffy éveille son fruit, Zunesha dit Joy Boy est de retour. Et en forme Gear 5, Luffy rit beaucoup. La joie et le rire sont 2 termes qui sont liés. Car la joie est une émotion qui provoque le rire. L'auteur avait prévu le Gear 5 avec Nika, Joy Boy, le rire, la joie. Et rien qu'avec le nom de Joy Boy, on a une intro subtile. C'est exactement la même chose pour le monde des morts. L'utilisation des termes royaume et monde peut être nuancée selon le contexte. Étymologiquement parlant, royaume est un territoire gouverné par un roi ou une reine, mettant l'accent sur la structure de gouvernance et la souveraineté. Monde se réfère à la planète ou un univers spécifique. Brook parle du froid du monde des morts, car il utilise le terme Yomi. C'est le monde des morts dans le shintoïsme. Il est décrit comme un lieu souterrain où les défunts résident. On pourrait s'arrêter là, mais l'enfer dans les mythologies japonaises est un concept riche et varié, reflétant une fusion de croyances autochtones avec celles importées du bouddhisme, du shintoïsme et d'autres influences asiatiques. Et Eiichiro Oda utilise justement ces références. Avec Brook, on a Yomi, donc le monde des morts, dans la mythologie shintoïste. Avec Zoro, on a Jigoku, du fameux Jigoku no Ho.
le roi des enfers. Jigoku est l'équivalent bouddhiste de l'enfer. Il y a plusieurs niveaux de Jigoku, chacun avec des punitions spécifiques pour différentes sortes de péchés. Les souffrances y sont temporaires et proportionnelles aux actions mauvaises commises. Et on pourrait théoriquement affirmer que Zoro ne tue pas en lien avec le Jigoku. Zoro punit mais ne tue pas. Quoi qu'il arrive, le fait est que Im représente un démon avec sa queue de diable et un roi avec sa couronne et ses apôtres qui se prosternent. Im symbolise le roi démon qui veut régner sur un monde à son image. Voilà tout l'intérêt d'attendre dans l'ombre. Mais attendre quoi exactement? Eh bien l'accomplissement de la prophétie. Une prophétie est une prédiction ou une révélation. Elles sont transmises par des individus considérés comme ayant un lien particulier avec le divin, ou alors des dons divinatoires. Elles peuvent revêtir différentes formes, aborder divers sujets, des catastrophes naturelles, des succès, des échecs, ou encore des événements relatifs à la fin des temps. Dans certaines cultures, une prophétie est perçue comme étant inévitable. Dans d'autres, elle est vue comme un avertissement. Dans One Piece, Shirley arrive à prédire l'avenir. Elle a pu prédire la naissance de Shirahoshi, la mort de Barbe Blanche. Ou encore, et beaucoup l'ignorent, le déclenchement de l'âge d'or de la piraterie, comme le révèle Eiichiro Oda en SBS. Elle peut voir l'avenir avec une boule de cristal, dont on ignore l'origine. Mais le fait est qu'avec la boule de cristal, elle peut lire l'avenir, ce qui en fait un artefact légendaire très important. Et l'artefact, ou alors un artefact du même type, a sûrement permis à quelqu'un d'autre, il y a très longtemps, de prédire l'avènement du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Goldie Roger a affirmé qu'il est arrivé trop tôt. Voilà pourquoi il a lancé l'âge d'or de la piraterie. La véritable prophétie, ce n'est pas seulement la montée des eaux, c'est quelque chose d'encore plus grand. L'avènement du monde des ténèbres pourrait être le plus grand plot twist de l'œuvre. Un vrai plot twist vise à surprendre, en révélant de nouvelles informations qui remettent en question les perspectives antérieures, et en introduisant un élément totalement inattendu. S'il y a bien un auteur qui utilise ce procédé à la perfection, c'est Eiichiro Oda. Et là où il excelle, c'est dans la préparation douce des plot twists. Une fois que la révélation est faite, les lecteurs se disent « tout était là depuis le début ». Roger a dit qu'il est arrivé trop tôt. Mais trop tôt pourquoi? La montée des eaux est réellement suffisante dans la narration. Là où Shirley a annoncé la fin de l'île des hommes poissons, l'équivalent de l'époque a annoncé la fin du monde tel qu'on le connaît. On parle d'un monde dirigé par les forces des ténèbres, avec son représentant, le souverain des démons. Roger est arrivé trop tôt car la prophétie annonce qu'un souverain apportera l'aube. La véritable aube, après la nuit noire apportée par le souverain des démons. Les rois des mers disaient « l'accouchement est imminent, notre souverain va bientôt naître » en parlant de Shirahoshi, et un autre dans une mer lointaine en parlant de Luffy. Les baleines se réjouissent d'avance du jour où les deux souverains devraient à nouveau se rencontrer. On a attendu si longtemps. C'est presque là. Tout se passera sûrement bien cette fois. Roger dira après ça, quelqu'un va naître et éventuellement nous surpasser. Joy Boy n'a pas été capable de sauver le monde, mais il a sûrement été capable d'arrêter le processus qui fera tomber la nuit noire éternelle sur le monde. Les rois des mers disent que cette fois, ça va bien se passer, parce que Joy Boy n'a pas tenu sa promesse. Mais Luffy, après une victoire totale, pourra la tenir. Pour finir, on va voir ce qui pourrait être le véritable déclencheur du nouveau monde des ténèbres. La destruction du soleil avec les armes antiques. Nika représente le dieu soleil, celui qui apporte l'aube, celui qui illumine. C'est le plus grand ennemi de Im. Détruire le soleil, c'est faire d'une pierre deux coups. L'aube ne pourra plus être apportée et le monde sera condamné à l'obscurité éternelle. Im est un démon qui est habitué à vivre dans l'obscurité. Le propre d'un démon, c'est l'inconnu, le danger, la peur. L'obscurité, c'est un contraste avec la lumière. Et là, beaucoup pourraient se dire que la fin du soleil aurait des conséquences cataclysmiques. Et je répondrais que oui, c'est justement le but. Sauf qu'on pourrait se dire qu'en se basant sur notre monde, on aurait la fin de la planète tout entière. Disparition de la gravité solaire, perte de lumière et de chaleur, la température qui chute, la Terre qui devient froide, des changements dramatiques dans l'atmosphère terrestre, l'effondrement de la civilisation humaine. Tout ça rendrait le plan caduc. Sauf que c'est négliger trois choses. Im veut justement la fin de cette civilisation. Im et ses apôtres sont des démons qui peuvent, en principe, survivre n'importe où. Et surtout, l'univers de One Piece a ses propres règles et des systèmes uniques. Comparer ce monde à notre monde, ça n'a strictement aucun sens. Dans notre réalité, les lois de la physique, telles que la gravité, la thermodynamique et la conservation de l'énergie sont constantes. Les lois biologiques et physiques limitent les compétences humaines. Dans l'œuvre, les lois de la physique peuvent être modifiées ou suspendues. Les fruits du démon confèrent des facultés surnaturelles. Le haki permet de voir l'avenir, durcir son corps, envoyer des ondes de choc, faire perdre connaissance. Nous avons Poséidon, Uranus, Pluton, tout en sachant que Poséidon se réincarne par on ne sait quelle force mystique. On a des écosystèmes et environnements fantastiques avec des conditions extrêmes. Des îles de feu,
de glace, des îles célestes qui flottent. Les îles ont des climats et écosystèmes uniques, qui sont totalement indépendants des influences du soleil. On a des régions maritimes avec des phénomènes météorologiques et climatiques imprévisibles, qui n'ont rien à voir avec notre monde. En partant de ce principe-là, on ne peut savoir à l'avance ce qu'implique réellement la fin du soleil du monde de One Piece. Par destruction du soleil, on peut entendre la destruction au sens premier du terme, ou alors une éclipse éternelle. Une éclipse est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Mais quel lien avec One Piece? Eh bien, tout est lié, car les doyens représentent des planètes. Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure. Et ça ne s'arrête pas là, car on a également Neptune, Uranus, Pluton. Neptune pour Poséidon. Luffy représente le Soleil, Ym la Terre pour Ymir, qui est la source de la création de la Terre, et enfin Singarling Figarland qui représente la Lune. Ym a donc déjà Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, la Lune et certainement Uranus. Il ne lui manque que Neptune, qui est donc Poséidon, et enfin Pluton, qui est à Wano. Une fois que tout sera mis en place, Ym pourra procéder à la création de l'éclipse éternelle, et l'aube ne pourra plus jamais se lever. On a une ressemblance entre les yeux de Mihawk et les yeux de Ym, et je pense que la ressemblance est en réalité un indice. En effet, Mihawk est inspiré de Dracula, Dracul Mihawk. Dracula qui est un vampire, et les vampires craignent la lumière. On pourrait donc avoir une métaphore avec Ym qui craint Nika, ou alors Ym qui craint réellement la lumière du soleil. Et l'éclipse éternelle serait le seul moyen de gouverner en plein jour. Voilà donc tout l'enjeu du conflit pour sauver le monde. Et dans cette obscurité, une lumière nommée Monkey D. Luffy se lèvera pour empêcher Ym de mener à bien son plan. Ceux qui ont mangé un fruit sont maudits par la mer. Ym est maudit par le jour. Le dieu soleil apportera l'aube. Il sauvera le monde et l'histoire se rappellera de lui comme étant celui qui a débarrassé l'humanité de l'ultime force des ténèbres, le roi des démons. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.